Vous vous réveillez un samedi matin plein d'entrain. Vous vous apprêtez à partir en mission photo de paysage. Vous avez repéré des coins sympas autour de vous. Vous vous préparez, vous checkez votre matériel. Batterie chargée, objectif lustré, chaussures ficelées. Vous ouvrez la porte et là, que voyez-vous? Un énorme nuage de fumée dans le ciel. Mais vous n'avez pas la gorge qui vous démange ni les yeux qui vous brûlent. Pas d'incendie. Cette fumée, c'est un énorme nuage gris. Les nuages du mauvais temps. Bon, si vous êtes breton, vous n'avez rien remarqué parce que c'est normal pour vous. Donc là, vous faites demi-tour. Vous retournez dans votre lit, vous paluchez devant Netflix. Grave erreur. Retenez ça. Vous ne pouvez pas changer le temps, mais vous pouvez changer votre manière de photographier. Une fois que vous aurez compris ce principe simple, aucune journée ne sera jamais perdue. Si l'idée d'un ciel gris évoque une certaine négativité, il est important de comprendre qu'il évoque aussi une ambiance, un mood spécifique qui peut fonctionner dans moult situations de paysage. Oui, moult. Mais à cela se rajoute un petit défi technique. Lorsque le ciel est plus clair que la terre, votre appareil photo va avoir tendance à surexposer le ciel, le transformant en une grosse zone grise très claire ou blanche, avec toute la partie au sol sous-exposée. Alors comment tirer parti des temps gris? Quelle technique de post-traitement utiliser? Quelles scènes sont adaptées à ce type de temps? Quel type de pose s'apprête à cette situation? Vais-je encore poser beaucoup de questions comme ça pour éveiller votre curiosité? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous annonce que j'ai créé une formation vidéo totalement gratuite, unique en France, et peut-être au monde, sur les bases de la photographie. Je vous mets le lien en description. Habituellement, la lumière au coucher ou au lever du soleil recouvre le paysage avec des teintes saturées. Elle lui donne des couleurs. Mais quand le ciel est couvert, l'éclairage naturel n'offre pas les teintes nécessaires à une photographie riche en couleurs, ou du moins beaucoup moins. Alors comment faire? Plusieurs solutions s'offrent à vous. La première, c'est de rechercher un sujet d'une couleur vive qui viendra contrebalancer le gris global de la photo. Deuxième solution, un ciel couvert signifie une lumière douce et tamisée, donc profitez-en pour rechercher des couleurs sourdes qui ne sont pas visibles habituellement dans la lumière saturée du coucher de soleil, comme par exemple des violets ou des bleus doux. Les jours nuageux, ces couleurs prennent leur revanche. Troisième solution. Après un orage, il est également possible de prendre de belles images aux couleurs profondément saturées. Même avec le plus morne des ciels, une forêt aura un aspect vif et vert. D'ailleurs, apportez votre filtre polarisant pour limiter les reflets des gouttes. Quatrième et dernière solution, faire une longue exposition, et j'en parle plus après. Ensuite, l'heure bleue. Lorsque les conditions sont difficiles ou simplement ternes, une bonne idée est de prendre des photos pendant les heures bleues. Blue hour. Blue hour pour ceux qui aiment l'anglais. Donc après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil. L'heure bleue permet deux choses. Déjà, elle permet de prendre des photos avec un temps d'exposition encore plus long. Et oui, parce qu'à cette heure-ci, il y a encore moins de lumière que pendant la journée nuageuse. Et deuxièmement, du coup, elle permet de redonner des couleurs à l'ensemble. Accentuer. Pour tirer davantage parti des conditions nuageuses et brumeuses, mettez l'accent sur les structures des nuages tout en veillant à ne pas faire ressortir les hautes lumières du ciel. Même si la photo en RAW, donc en format brut, peut sembler plate, on s'en tape en fait parce qu'en soi le RAW ça se développe, les structures des nuages peuvent être révélées en post-traitement. Alors, comment faire? Parez-vous de votre plus beau filtre gradué sur Lightroom ou Photoshop pour vous focaliser sur les nuages uniquement. L'effet ne couvrira que la partie supérieure de l'image et s'estompera progressivement, ce qui permet de créer des modifications d'aspect naturel. Vous pouvez régler le curseur exposition pour commencer. D'ailleurs au passage, ce curseur porte mal son nom, il s'agit de la luminosité que vous réglez et non de l'exposition. L'exposition qui elle se fait uniquement à la prise de vue. Ensuite rajoutez aussi un peu de contraste, car ces photos en manquent souvent. La saturation, la clarté, la texture, éventuellement la netteté, et pourquoi pas aussi de la couleur. Pensez aussi à diminuer un petit peu les hautes lumières. Éventuellement vous pouvez aussi appliquer un petit peu de correction du voile au niveau des curseurs sur Adobe Lightroom pour enlever un petit peu de brume ou nettoyer une atmosphère peu claire. Mais bien souvent dans ce type de photo, c'est pas forcément ce qu'on cherche à avoir, on cherche plutôt à profiter de l'ambiance, de la brume, etc. Voilà, et on devrait être pas mal. Enfin pas physiquement, je parle uniquement de la photo, désolé pour vous. Le filtre polarisant. Les conditions nuageuses créent une lumière diffuse, une lumière douce qui ne crée pas d'ombre dure. Je vous invite d'ailleurs à voir ma vidéo YouTube sur la lumière dure et la lumière douce. Cela peut vous permettre de créer des photos à l'atmosphère lunatique et à l'aspect féerique. Le filtre polarisant partant nuageux au pluvieux permet de faire ressortir les couleurs. Mais aussi et surtout, il permet de limiter les reflets du ciel gris ou presque blanc sur les surfaces mouillées qui peuvent créer des zones claires non souhaitées dans la scène. Des branches avec des feuilles
et de l'H2O en mouvement. Les conditions nuageuses, pluvieuses et brumeuses peuvent également être utilisées à votre avantage, car elles réduisent la visibilité de l'arrière-plan et mettent davantage l'accent sur le sujet principal. Donc lorsque vous préparez l'itinéraire, si vous préparez de votre prochaine expédition photographique, essayez d'inclure des zones de forêt et de chute d'eau afin de pouvoir prendre de bonnes photos même si les conditions climatiques ne sont pas favorables. Fakez un lever ou un coucher de soleil comme un enfoiré. Cette technique est particulièrement importante lorsque vous souhaitez créer une photo colorée avec un ciel lumineux, même s'il n'y a pas de véritable lever ou de coucher de soleil dans le coin qui vous permet d'obtenir des couleurs orange doré. Mais comment qu'on fait, me direz-vous d'un air étonné, mais tout autant admiratif, avec une pointe de curiosité laissant place à une amertume colorée de nervosité frénétique? Non, ça ne veut rien dire. Eh bien, on va se servir de la lumière artificielle d'une ville voisine. Pour ça, 3 étapes. Première étape, identifiez une scène intéressante à proximité d'une ville. Deuxième étape, prenez des photos environ entre 45 et 90 minutes avant le lever ou après le coucher du soleil. Troisième étape, facultative, vous allez faire une longue exposition avec votre meilleur trépied, votre petit déclencheur à distance, votre malicieux mode bulbe, au cas où l'éclairage changerait, l'option réduction de bruit pour les longues expositions activée, pour enlever les pixels chauds au-delà de 4 minutes d'exposition. Cette botte secrète, mais qui n'est que tromperie, permet d'avoir un bon équilibre entre la lumière de la ville orangée et l'or bleu, qui est bleu. Il faut que la ville soit assez proche, que les nuages soient assez bas, ou que les lumières soient assez fortes. Essayez la mauvaise balance des blancs. Les règles de la photographie sont parfois destinées à être transgressées, y compris celle qui consiste à toujours utiliser la bonne balance des blancs pour que, sur vos photos, les blancs apparaissent blancs. Un mauvais réglage de la balance des blancs peut créer un ciel plus spectaculaire. Et c'est particulièrement le cas lorsque vous prenez des photos en début ou en fin de journée. L'utilisation d'un autre pré-réglage de la balance des blancs permet de modifier la couleur du ciel. D'ailleurs, petite remarque, l'utilisation des températures en Kelvin pour régler la balance des blancs permet de contrôler avec plus de précision les couleurs du ciel. Et autre remarque, choisir le format RAW, donc le format brut, vous offre encore plus de souplesse pour ajuster les couleurs du ciel, et du reste de l'image d'ailleurs, en post-traitement. Essayez différents pré-réglages de la balance des blancs pour voir comment elle impacte différemment la photo. Ciel gris et balance des blancs. Donc j'en parlais justement, mais en mode automatique, les ciels gris ont tendance à afficher une lumière froide qui semble bleue sur vos photos. Si c'est ce que vous souhaitez obtenir, vous pouvez utiliser un pré-réglage lumière du jour pour augmenter encore plus ce bleu, pour intensifier encore plus ce bleu. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, réglez votre balance des blancs sur nuageux pour obtenir une balance des couleurs plus neutre. Composez pour ou contre le ciel. Lorsque le ciel est plus spectaculaire que le sol, pourquoi ne pas en faire votre sujet principal et le mettre en avant dans votre composition? Et ne me répondez pas, pourquoi pas, s'il vous plaît. Prêtez attention à l'endroit où vous placez l'horizon lorsque vous composez votre photo. Utilisez la règle des tiers pour imaginer que l'image est divisée en 3. Puis placez l'horizon sur l'une de ces lignes horizontales. Si vous prenez une photo avec un ciel d'apparence moyenne, essayez de placer l'horizon dans le tiers supérieur de l'image, afin que le sol soit plus présent sur la photo. Si le ciel est vraiment spectaculaire, profitez-en pour l'inclure davantage dans le cadre, en plaçant l'horizon dans le tiers inférieur. Et si le ciel pue littéralement la merde, supprimez-le. Une ligne d'horizon remplie de ciel plat et terne, sans rien de spécial pour contrebalancer, ce n'est pas folichon, comme disaient les gens jadis. Donc en gros, recadrez. Effectuez un recadrage précis et concentrez-vous sur les éléments importants que vous souhaitez mettre en valeur, ou limiter sa place sur la photo. Surtout si vous savez que vous n'allez pas trop développer la photo, et donc vous retrouvez avec une grosse bande blanche morte. Bien sûr, dans certains cas, cet aspect négatif peut fonctionner, et pour ça je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'équilibre, dans le prolongement du recadrage. Pour ce conseil, on n'est plus sur de la photo de paysage, et donc je triche un peu, mais je vais le rappeler quand même. Les ciels gris sont parfaits pour plein d'autres types de photographies. Fleurs, portraits, même celui de votre belle-mère. Macro, la lumière uniforme d'un ciel gris est parfaite. Photo de détail. Alors, si vous voulez vous essayer à ce type de photo, c'est le moment mon petit bonhomme. Ou ma petite bonhommette, si vous êtes une femme. Détail et rappel technique. Faites péter les ISO. Rien de plus con que de prendre des photos, de revenir chez soi, de les ouvrir sur son ordinateur, et de sentir ce long frisson vous parcourir le dos quand vous constatez avec horreur qu'elles sont toutes floues. Tout ça parce que vous avez oublié, ou eu peur, d'augmenter votre réglage ISO. Et accessoirement que vous n'avez pas vérifié votre temps de pause sur vos photos, et que vous n'avez pas utilisé de trépied. Vous vous retrouvez donc avec un temps de pause trop long, et à main levée, il suffit de pas grand chose pour que tout soit flou. Au pire, vous pourrez dire à vos proches, pas très calés en photo, que c'est un effet artistique voulu. En plus, ça existe, et on verra ça dans un autre podcast ou dans une autre vidéo sur YouTube. Selon le degré de grisaille ou d'obscurité du ciel et de la composition,
Vous pouvez commencer par un réglage bas, par exemple 400 ISO, et voir à quel point la photo est nette. Pour ça, essayez de zoomer dans votre photo, mais bon, ça se voit quand même moins bien sur un écran LCD d'appareil photo que sur un ordinateur. Généralement, vous pouvez monter vos ISO assez haut, tant que vous exposez correctement, jusqu'à du coup 800 ISO sur un capteur APS-C, donc plus petit que 24x36, et 1600 ISO, voire 3200 ISO sur un 24x36. Pensez aussi à utiliser un trépied, ça change tout en photo de paysage d'ailleurs, et à checker le temps de pause de vos photos si vous êtes à main levée. En général, 1/60 de seconde, ça sera flou. En parlant d'ISO, il fait partie du triangle d'exposition, et le triangle d'exposition, ça fait partie des bases. Si vous êtes un peu ou totalement perdu, je vous rappelle que j'ai créé une formation vidéo totalement gratuite, de plus de 8 heures, unique en France et peut-être au monde, sur les bases de la photographie. Je mets le lien en description. Filtre gradué neutre. Un filtre à densité neutre, classique, ça revient à mettre des lunettes de soleil sur votre objectif. Il limite la lumière entrante pour les scènes trop lumineuses ou les expositions longues. Mais un filtre à densité neutre gradué, notez le mot supplémentaire gradué, va filtrer la lumière uniquement sur une partie de l'image. Mais quel intérêt? En parlant d'intérêt, comment se porte votre dernier prêt bancaire, tiens? En plaçant la partie sombre du filtre sur un ciel lumineux, vous pouvez exposer correctement l'ensemble de la scène. Sans filtre à densité neutre graduée, la partie aérienne sera souvent surexposée, ce qui signifie une perte d'information et un développement limité. Ou la partie terrienne sera sous-exposée, ce qui signifie aussi une perte d'information, un développement limité, éventuellement l'apparition de bruit numérique. Avec le filtre, vous pouvez obtenir une exposition qui fonctionne pour les deux parties de la scène. Le seul inconvénient est que les filtres à densité neutre graduée ne fonctionnent pas très bien avec les horizons irréguliers, comme en milieu urbain par exemple, donc en ville. D'ailleurs, les filtres à densité neutre graduée existent en format circulaire, mais aussi au format carré. Le format carré est souvent apprécié car il permet de placer l'horizon n'importe où dans le cadre. Flou de mouvement et les expositions longues. Les expositions longues ne servent pas seulement à photographier les chutes d'eau. Si vous utilisez un temps de pause suffisamment long, les nuages se brouilleront également, créant un ciel de traînées sinueuses et une légère sensation de mouvement. Les meilleurs réglages dépendent un peu de la météo et de l'importance du flou de mouvement que vous souhaitez. Plus le temps de pause est long, plus le flou de mouvement est visible. Et plus il est court, moins le flou de mouvement est visible. Vous pouvez commencer par une exposition de 2 minutes et l'augmenter ou la diminuer à partir de là. Si vous prenez des photos en plein jour, il se peut que vous ne puissiez pas équilibrer une exposition de 2 minutes avec une ouverture suffisamment étroite ou une sensibilité ISO suffisamment faible. Vous obtiendrez alors une photo beaucoup surexposée. Dans ce cas, utilisez un filtre à densité neutre qui permet de bloquer une partie de la lumière afin de pouvoir effectuer une non-exposition pendant la journée. Les expositions longues ont également tendance à mettre en valeur les couleurs qui sont difficilement visibles à l'œil nu. Si vous réglez votre appareil photo pour prendre des expositions longues avant l'aube, même par temps couvert, vous pourriez être agréablement surpris par la quantité de couleurs dans vos photos. Foutu pour foutu, le noir et blanc. Les photos de grands espaces par temps couvert manquent parfois de contraste et ont assez peu de couleurs à revendre. Alors au lieu d'essayer absolument de vouloir rattraper tout ça, pourquoi ne pas embrasser fougueusement les défauts du ciel gris? On enlève complètement la couleur, on se met en noir et blanc. Cela va permettre de présenter votre sujet différemment. L'attention de l'œil ne sera plus distraite par les couleurs, mais pourra profiter des détails, des formes, des différentes zones de luminosité et de texture de votre paysage. Vous pouvez même ajouter un peu de grain au développement. Le noir et blanc en ville. Je parle de paysage, mais on peut très bien parler de paysage de ville. Un temps couvert et un passage au noir et blanc va ravir avec les quartiers industriels de la ville, éventuellement abandonnés en mode urbex. Là aussi, vous pouvez ajouter du grain. Les jours gris, les ombres sont généralement réduites, et il est possible de faire ressortir davantage de détails des vieux bâtiments délabrés et des usines qui s'élèvent vers le ciel. Le rendu décontrasté des temps couverts facilite la mesure de l'exposition et est une véritable revanche sur tous les moments où vous avez galéré à exposer sous un grand soleil. La plage. Non, je ne parle pas de ce film avec DiCaprio, né le même jour que moi d'ailleurs. Une plage prend un caractère complètement différent pendant les jours gris. L'eau qui s'étend jusqu'à l'horizon se mêle au ciel, formant parfois un spectre continue. Les ombres des rochers sont plus douces et on peut souvent y repérer plus de vie, ou mettre en avant des sujets isolés avec tout cet espace négatif. Les zones rocheuses avec les vagues qui viennent se fracasser dessus fonctionnent aussi très bien. Ça change quoi? Ça change de la plage ensoleillée qui est dans la réalité synonyme de milliers de corps de touristes cramant sous le soleil. Adopter le minimalisme. Adopter le minimalisme et la simplicité. Globalement, l'idée est la suivante. La longue exposition des nuages, éventuellement de l'eau, crée un grand espace négatif dans le ciel. Pour contrebalancer cet espace et créer une tension visuelle, rajoutez un sujet prenant moins d'espace mais attirant l'attention. Une personne portant des couleurs vives, un phare allumé, un ponton au premier plan. Cela permet de créer une photo minimaliste, efficace et spectaculaire. Motif et abstraction.
Les compositions très graphiques causées par de fortes ombres d'un grand soleil n'existeront pas par temps nuageux. Au lieu de cela, vous devrez trouver des motifs réels pour réaliser des compositions graphiques fortes. Les sillons d'un champ stérile, les branches d'un arbre sans feuilles, de vieux piliers de pont traversant un lac. Les motifs sont partout et ils constituent des sujets idéaux dans ce type de lumière. Et voilà, on touche à la fin de ce podcast sur comment prendre des photos des paysages par temps gris. Vous avez aussi la version vidéo sur YouTube, vous avez aussi l'article, je vous mets tout ça en description. J'espère que vous avez appris pas mal de trucs. Vous pouvez commenter vos astuces ou décrire vos plus belles photos ou vos plus beaux moments sous un ciel gris en commentaire. Pour ceux qui veulent réviser ou apprendre les bases, je vous laisse le lien de ma formation juste en dessous. Je vous dis à bientôt et on se retrouve sur les internets mondiaux.